parlons du Togo. 2 ans après les élections locales, la décentralisation est-elle bien partie? On se rappelle, c'était le 30 juin 2019. Les Togolais étaient invités aux urnes pour les premières élections municipales après 32 ans. 32 ans que cela n'avait plus été organisé. Beaucoup d'espoir nourri dans ce scrutin aujourd'hui. Quel bilan peut-on en tirer quand on regarde la gestion des communes? Est-ce qu'on peut se satisfaire du chemin parcouru jusqu'ici? C'est le sujet qu'on aborde avec notre invité, expert en décentralisation, directeur exécutif de l'ONG Initiative des Jeunes pour le Développement, Pascal Edo Agbové. Pascal Agbové, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité. C'est un plaisir. La décentralisation, c'est votre sujet phare. Et je sais que vous observez de très près ce qui se fait sur le terrain aujourd'hui, 2 années après l'amorce véritable de ce processus de décentralisation. J'ai envie de commencer par vous demander, est-ce qu'il fallait se lancer? Oui, aujourd'hui, il faut quand même féliciter l'évolution du processus. Comme le mot, le terme même le dit, c'est un processus. Donc, il faut commencer quelque part. Vous savez, après avoir pris les tests, il fallait organiser les élections pour que les communes puissent avoir des dirigeants, des élus, donc des maires. Donc, ce qui a été fait en 2019. Et donc, on s'est lancé dans la course. Et comme c'est un processus, donc on était en apprentissage. Donc, après les 2 ans, nous sommes très contents de l'évolution du processus parce que au-delà des ratés que nous avons constatés jusqu'ici, il y a eu quand même des aspects positifs de ce processus-là. En termes de satisfaction, aujourd'hui, nous avons des services qui sont administratifs rapprochés des citoyens. Donc, en termes, par exemple, des actes d'état civil, les gens arrivent à être satisfaits rapidement. Ça, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, nous avons des élus qui sont au niveau, qui sont proches des citoyens. Ils observent de près ce qui se passe dans leur commune et ils se retrouvent souvent dans leurs conseils municipaux pour pouvoir réfléchir sur les actions à entreprendre pour pouvoir répondre aux besoins de leur population. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Vous savez qu'après, avec les élections municipales, on a eu plus de 1500 citoyens qui se sont impliqués dans la gestion de la chose publique. Donc, nous avons eu plus de 1500 conseillers municipaux. 1527 exactement. Voilà. Donc, ils se sont impliqués dans la gestion des affaires locales. Vous savez, les idées constituent la principale richesse pour la réussite ou bien pour faire le développement. Donc, ces 1500, disons environ, plus de 1500 citoyens ont des idées à apporter, mais peut-être autrefois, ils n'étaient pas associés à la gestion de la chose publique. Ils viennent avec des idées nouvelles. C'est vrai que la gestion des affaires locales nécessite quand même une certaine compétence. Donc, c'est normal qu'au départ, ils aient quelques difficultés. Et donc, je pense qu'il y a eu des avancées. C'est vrai qu'au niveau juridique, au niveau des tests, tout l'arsenal juridique n'est pas encore bien huilé pour permettre aux élus de bien fonctionner. C'est que quand même, l'État a fait des efforts, mais il y a encore des tests à prendre en réalité à ce niveau. Mais ce qu'il faut saluer, nous ne pouvons pas généraliser tout, mais au niveau de certaines communes, il y a eu quand même des avancées. Il y a eu des initiatives entreprises par les élus locaux pour pouvoir satisfaire les citoyens d'une manière ou d'une autre avec leurs moyens de bord. Nous pouvons quand même saluer cela. Mais à côté de ces exploits, il faut noter quand même qu'il y a eu des insuffisances en termes de respect des normes de bonne gouvernance que nous avons constatées dans certaines communes. Mais ça aussi, c'est naturel. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de nous arrêter et de faire le bilan. Comme je le disais, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous devons faire pour avancer, pour que dans les années à venir, nous ayons des résultats meilleurs? Je pense que c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Et même si nous ne sommes pas satisfaits sur certains points, le plus important, c'est de reconnaître qu'à un moment donné, on a failli et qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire pour améliorer les résultats. Donc, aujourd'hui, fondamentalement, je tiens quand même à tirer le chapeau à tous nos conseillers municipaux, ainsi que les maires qui ont pris la tête, qui ont pris la gestion des affaires locales dans nos différentes communes. Je les félicite pour les grands efforts accomplis, les exploits, les initiatives qu'ils ont eu à développer. Mais au même moment
moi, je leur dis que il y a encore beaucoup de choses à faire parce que les attentes des citoyens sont très grandes par rapport à cette nouvelle forme de gouvernance que l'État a bien voulu mettre en place. Alors, les difficultés, parce que on ne va pas véritablement trop parler des choses qui marchent très bien. Vous savez, chez nous, on dit que quand ça va bien, on n'en parle pas. Les difficultés ici, est-ce que ça tient surtout au fait que pour ces nouvelles communes, les transferts de compétences qu'il devait y avoir n'ont pas été véritablement effectifs? Oui, on peut noter cela aussi. Tant financière qu'autre. Hein? Oui, bon, le transfert de compétences a été effectif, mais il y a eu un certain nombre d'actes qui n'ont pas été posés par l'État pour véritablement concéder les choses aux élus locaux. Oui. Donc, normalement, dès la prise de fonction des élus locaux, des conseils municipaux, l'État devait prendre des décrets pour confier vraiment les biens, meubles, immeubles qui étaient dans les communes aux élus locaux. Jusque-là, nous ne sommes pas informés que cela a été fait. Mais fondamentalement, au niveau de transfert de ressources aussi, je crois que l'État a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous savez, l'État même a ses actions et les communes aussi ont leurs actions. Oui. L'État, lui, a fait beaucoup d'efforts. Vous savez, nous avons 117 communes. En temps, l'État a acheté des voitures à ces 117 maires. Oui. Et vous voyez, c'était énorme. Les secrétaires généraux des communes sont pris en charge par l'État. Vous savez que ce sont les fonctionnaires d'État. Oui. Et donc, déployer ce nombre de ressources humaines au profit des communes et d'autres actions également que l'État a pu mener pour les accompagner, c'est énorme. Vous savez qu'on évolue dans un contexte de la pandémie de Covid-19. Donc, la mobilisation de ressources est un peu difficile pour l'État même et beaucoup d'actions que l'État même compte mener aussi dans le cadre de sa mission. Donc, mais à ce niveau aussi, il faut noter qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Parce que quand nous lisons les textes, l'État doit encore consentir beaucoup d'efforts. Étant donné que les communes n'ont pas... les communes sont trop nombreuses. Ça, c'est notre faiblesse. C'est-à-dire que dans certaines communes, même, les sources de revenus sont très faibles. C'est-à-dire certaines communes n'ont pas assez de marché, n'ont pas d'infrastructure en tant que telle. Ça, c'est la faiblesse de l'État. Je pense quand même que l'État suit bien le processus et qu'à un moment donné, il saura comment prendre des décisions pour que ces difficultés que les communes rencontrent maintenant puissent quand même trouver des solutions. Alors, donc, aujourd'hui, pour les communes elles-mêmes, vous pensez que l'État fait les efforts. Maintenant, le gros problème, c'est au niveau de ces communes elles-mêmes. Oui, en termes de il gestion. y a des efforts à faire au niveau des communes. Vous savez, je vais vous expliquer un aspect très positif de la décentralisation. La décentralisation, quand même, a permis aujourd'hui de trouver un certain nombre de problèmes, un certain nombre de solutions. Une solution aux problèmes politiques. Vous savez que les antagonistes politiques qui n'arrivaient pas à s'entendre autrefois, aujourd'hui, avec la décentralisation, se retrouvent dans les conseils municipaux. Bien sûr. Ils arrivent à se retrouver chaque fois pour réfléchir ensemble, ce qui fait que ceux qui avaient des idées qui n'étaient pas acceptées aujourd'hui sont à l'aise parce que eux, s'ils arrivent à s'exprimer au sein de ces conseils municipaux. Donc ça a un peu réglé un certain nombre de problèmes. Il y a eu rapprochement des antagonistes politiques, donc il y a une certaine stabilité sur le plan politique que les gens ne voient pas comme ça. Et c'est un objectif de la décentralisation. Faire en sorte que les citoyens qui ont des idées, qui veulent aussi contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires publiques puissent quand même s'exprimer, puissent apporter leur contribution. Donc, comme les gens ne pouvaient pas venir au niveau central, l'occasion leur est donnée de s'impliquer dans la gestion des affaires publiques au niveau local. Donc ça a réglé ce problème-là. Mais fondamentalement, le problème, c'est que quand les hommes se retrouvent ensemble avec des visions, des idéaux politiques différents, et puis ils n'ont pas la même approche de travail, quand ils se sont retrouvés au sein des conseils, il y a eu quelques difficultés de collaboration au départ. Donc, vous savez, c'est humain. Et donc, il fallait gérer ce problème aussi. Et jusque-là, je ne peux pas vous dire que ces problèmes n'existent plus. Ces problèmes existent toujours au sein des conseils municipaux. Donc, il faut travailler pour que les élus puissent former une équipe de travail. Parce que s'il y a trop de tensions et de conflits internes au sein de ces conseils-là, ils ne pourront pas vraiment bien faire le travail. Donc, il faudra qu'ils laissent tomber leur intérêt personnel, leur ego, pour vraiment, véritablement se mettre ensemble au service de leurs citoyens, leurs concitoyens. Parce que c'est pour cela que les citoyens les avons les ont élus. Donc, il faudra qu'ils se mettent véritablement au travail. Maintenant, autre chose... Oui, mais sur cet aspect que vous venez de développer, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'on a un peu trop d'élus qui restent politiques ?
Oui, c'est ce que je dis, que les gens n'ont pas compris qu'en allant là-bas, ils ont été soutenus par leur parti politique, mais une fois arrivés là-bas, ils doivent travailler en équipe. C'est pour dire que vous ne venez pas là-bas pour mettre en place le programme de société de votre parti politique ou bien réaliser vos propres idées, mais il faut travailler de manière concertée. Donc, c'est une gestion participative, une gestion inclusive. Donc, si les gens ne sont pas habitués, c'est ça aussi le mal. Il y a certaines personnes qui ne sont pas habituées à cette façon de travailler, de rendre compte ou bien de prendre en compte les préoccupations de tout le monde. Les gens étaient dans la logique de suivre les directives, appliquer ce qu'on leur dit, et ça leur pose un problème. Et ils n'arrivent même plus à réfléchir, et à initier, à développer de nouvelles initiatives. Donc, je crois qu'il faut régler ce problème-là. Il faudrait que les élus comprennent qu'ils doivent travailler ensemble pour pouvoir vraiment trouver des solutions aux besoins de leur population. Est-ce que ça, c'est à eux de se faire violence ou bien c'est à leur parti d'origine j'ai envie de dire, de les lâcher un peu? Les deux camps, les partis politiques au niveau, les états-majors des partis politiques devaient comprendre cette réalité et de laisser un peu les élus. Mais moi, je suis sur le terrain. Ce que je constate parfois, ce n'est pas aussi au niveau de l'état-major du parti forcément, mais c'est au niveau des aînés politiques dans leur localité. C'est-à-dire que les conseillers ou bien les maires qui ont des aînés politiques, députés, ministres, ces députés, ministres veulent influencer leur gestion. Donc, il faudrait quand même que les élus comprennent qu'ils travaillent sur la base d'un cadre juridique, c'est que sur la base des tests qui régissent la décentralisation. Donc, ils sont obligés de se conformer à ces tests-là. C'est très important. Donc, ils doivent faire un effort. Voilà. La gestion financière de ces communes également est sujette à beaucoup de questionnements. On a lu dans la presse plusieurs cas de déficit budgétaire dans les communes. On parle de 700 millions par-ci, de 400 millions par-là. Et comme on le dit, bon, le déficit en lui-même, c'est pas ça le problème. C'est lorsque vous avez des difficultés maintenant à expliquer aux autres où sont passées les dépenses. Comment vous les avez faites? Pourquoi il n'y a pas eu d'investissement, mais on a un trou aussi énorme? Est-ce que, et je crois même que la Cour des comptes a attiré l'attention sur la gestion financière des communes, est-ce que pour vous, ça laisse à désirer? Oui, ça quand même nous a beaucoup inquiété. Comme vous le savez, la décentralisation comporte plusieurs aspects. Et il faut maîtriser aussi la finance publique. Donc, il y a un mécanisme d'engagement des dépenses publiques. Ce que certains maires n'ont pas maîtrisé au départ, et ils ne savaient même pas qu'ils devaient avoir contrôle, et certains se sont beaucoup amusés. Donc, ça a été quand même la cause principale. Autre chose que vous soulevez et qui est l'élément indispensable, vous savez, en 2020, les communes n'avaient pas une base pour faire leur budget. Donc, le ministère n'avait pas accepté le budget des communes. Donc, on leur avait dit, n'ayant pas une base solide pour faire un budget objectif, il fallait plus vous contenter des frais, des dépenses de fonctionnement qui sont incompressibles. Donc, c'est ce qui a été donné comme instruction. Mais à côté de cette instruction, nous avons constaté que certains maires ont engagé des dépenses énormes. Vous savez, pour les communes, l'État leur avait donné la possibilité d'engager des dépenses et de se faire payer par l'entreprise du Trésor en attendant qu'on puisse vraiment recouvrer, en attendant que l'auteur ne verse vraiment les taxes ou bien les impôts collectés pour elle. Donc, les communes qui n'ont pas su observer une mesure de prudence se sont lancées dans des dépenses et à un moment donné, on se retrouve avec des dépenses énormes, avec des recettes maigres. C'est ce qui a été constaté. Maintenant, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que ces dépenses ont entraîné comme changement dans la commune. Voilà. Comment les citoyens peuvent bénéficier de ces dépenses-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été fait? C'est la question fondamentale. Donc, ce n'est pas le fait d'expliquer seul. On peut expliquer, avoir les pièces justificatives à côté pour dire que oui, ces dépenses ont été engagées réellement. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ce montant? Est-ce que ça profite aux populations? Voilà. C'est quand vous n'avez pas assez d'argent, vous gagnez seulement 50 000 francs au service et votre femme pour préparer la sauce chaque fois dépense 5 000 francs. Est-ce que vous pouvez tenir? Donc les maires doivent savoir que l'argent qu'ils auront, c'est l'argent du contribuable. Et les citoyens traversant les difficultés ne pourront pas payer d'énormes sommes. Donc s'ils veulent engager des dépenses, ils doivent être rationnels. C'est là où nous parlons de la priorisation des dépenses. C'est-à-dire qu'il faut engager des dépenses qui pourront être bénéfiques aux contribuables.
Ce n'est pas le fait de se faire le non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il y a des dépenses qui engagent beaucoup de... en fait, il y a des réalisations qui engagent beaucoup de dépenses, mais qui ne sont pas tellement bénéfiques aux administrés. Les élus doivent faire attention. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, on ne peut pas dire tout de suite que ce qu'ils ont fait, c'est un détournement. On ne peut pas le dire directement, mais la Cour de compte aura fait son travail, l'inspection générale de finances aura fait son travail. Je pense que les responsables seront situés. Mais ce que nous voulons dire, in fine, nous sommes au début. Il faudrait que nos élus observent une prudence dans l'engagement des dépenses. Il faudrait qu'ils maîtrisent les procédures. Et au-delà des procédures, il faudrait qu'ils soient honnêtes dans l'engagement des dépenses. Parce que certains élus, certains maires sont au début de leur carrière. Et s'ils ratent leur gestion à ce niveau-là, cela va agir sur leur carrière politique. Est-ce que les citoyens eux-mêmes ne portent pas une certaine responsabilité dans la mesure où on ne sent pas cette implication des citoyens à faire le suivi de l'action de leur exécutif communal? Vous posez une question pertinente, Samuel. Ce qui m'étonne actuellement, les citoyens, quand on leur parle de la chose publique, on pense que c'est l'affaire de certaines personnes. Or, vous subissez les effets de cela. Quand on parle de la décentration, on parle de la gouvernance locale, les gens se demandent où est mon problème dedans. Mais quand on vient les taxer, on vient leur demander de payer des taxes, ils s'énervent. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer. On vous dit, la gestion de votre cité va subir une transformation avec de nouveaux mécanismes de gestion. Alors, vous ne vous intéressez pas à cela. C'est le mal de nos pays francophones. Les anglophones cherchent à s'informer. Alors, les citoyens doivent s'impliquer dans la gestion des affaires locales. Ça veut dire qu'ils doivent faire le contrôle citoyen de l'action publique au niveau local. Mais les citoyens ne le font pas suffisamment. Mais il y a une part de responsabilité aussi qui incombe à l'État. Parce que quand nous lisons la loi relative à la décentralisation liberté locale, il est prévu que dans chaque commune, on mette en place une institution, je dis bien une institution, appelée Bureau du citoyen. Et c'est une obligation de mettre en place cette institution au niveau des communes. Il y a cela 2 ans, nombre de communes n'ont pas cette institution. Or, cette institution appelée Bureau du citoyen est un centre d'écoute et de recueil des attentes des citoyens, dans un premier temps. Ça veut dire que quand les citoyens ont des préoccupations, ils peuvent aller là-bas et porter leur doléance à la connaissance des élus. Mais autre chose que les élus devaient une chose qui incombe aux citoyens eux-mêmes, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'organiser pour aller même s'informer des décisions prises par le conseil municipal. Nous venons de faire une enquête. Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils ne sont pas informés des décisions prises par le conseil municipal. Les conseils municipaux aussi n'ont pas mis en place un mécanisme de communication pour informer leurs administrés sur les décisions prises au cours de leur session. Vous voyez, quand le gouvernement, le conseil de ministres réunis, il y a à chaque fois un communiqué qui est sorti, une publication. Donc, dans les communes, une fois que les élus se retrouvent pour prendre des décisions, ils doivent avoir une conférence de presse normalement. À la fin de chaque session du conseil municipal, le maire doit organiser avec les autres conseillers, il doit organiser une conférence de presse. Expliquer aux journalistes qu'est-ce qui a été discuté, qu'est-ce qui a été pris comme décision, au cours de la session qui vient de s'achever. Et donner les informations aux journaux pour publication. Ce que nous apprenons, c'est juste l'ouverture de la session, fermeture de la session. Non, ce n'est pas comme ça que ça va être fait. Dans chaque commune, à la fin de chaque session, il doit y avoir une conférence de presse. Et on doit préparer un document à mettre à disposition des journalistes pour information. Et les citoyens doivent aller chercher ces informations. Le PV de délibération du conseil municipal doit être mis à la disposition des citoyens. Tout citoyen peut aller à la mairie réclamer la photocopie du PV de session du conseil municipal. Donc, les citoyens ne maîtrisent pas ces réalités. Donc, ils se sont mis à l'écart et finalement, ils se plaignent. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Je lisais lorsque je préparais cette émission qu'il y aura au moins, si je ne m'abuse, 5 mairies dont les sièges vont être construites. Et la question qui m'est venue à l'esprit, mais est-ce que c'est ça la priorité? Est-ce que c'est ce qu'attendent les citoyens aujourd'hui? Est-ce qu'ils se plaignent des conditions dans lesquelles les mairies sont actuellement installées? Oui, vous savez, c'est une question qui a plusieurs aspects. Je vais vous répondre. D'abord, vous savez que la plupart des mairies aujourd'hui sont dans les locations, dans les locaux. Et ça coûte très cher
à la municipalité. C'est-à-dire que les frais de location sont très énormes. Si on arrive à construire les bâtiments pour la commune même, ce serait quand même un gain pour la commune. Et ce serait quand même, ça va s'inscrire dans le temps. Mais notons que l'État avait déjà négocié ce financement au niveau d'une institution allemande, d'une banque allemande pour la construction de ces mairies-là. Je crois que c'est ce processus qui est en cours. Donc, c'était un fonds à part destiné spécialement à la construction des mairies, des bâtiments des mairies. Oui. Donc, on ne peut pas utiliser ce fonds-là pour faire autre chose au niveau de la commune. Il faut maintenant aller vers d'autres partenaires pour négocier les financements devant permettre des investissements directs au profit des citoyens. Sinon, ça, c'est pour mettre en place quand même les infrastructures durables au niveau de la municipalité. Mais est-ce que au bout de 2 ans, bon, c'est vrai qu'avec leur installation, ça ne fait pas tout à fait 2 ans, mais le processus même a véritablement commencé avec les élections du 30 juin. Ils sont installés, ils sont en exercice. Est-ce que vous voyez véritablement des changements, à part le fait que bon, c'est plus facile de faire les actes d'état civil, se marier maintenant n'est plus très compliqué? Est-ce qu'il y a véritablement, les communes changent de visage, à votre avis? Non, il n'y a pas encore un changement de visage. Et comme je vous le dis, n'oublions pas que l'État aussi a toujours sa part de responsabilité dans le développement du territoire. Les communes ne sont pas laissées totalement à la charge des élus locaux. Oui. L'État aussi intervient toujours sur le même territoire national Bien et sûr. donc dans les communes. Donc, il faut maîtriser maintenant les actions que l'État est appelé à mener dans ces communes et ce que les élus doivent aussi entreprendre. Et fondamentalement, ce que nous avons noté, et c'est ce que je peux dire clairement, je discute avec plusieurs maires, le grand problème, c'est l'insuffisance des recettes mobilisées par la mairie. Aujourd'hui, il y a des mairies dont les frais de fonctionnement dépassent même les recettes collectées par la mairie. Cela voudrait dire que si le loyer, le salaire, l'électricité, le déplacement, la communication, qui sont des dépenses courantes de fonctionnement de la mairie, sont évaluées, par exemple, à 5 millions, les recettes, les taxes que la mairie collecte sont évaluées à 3 millions. Vous voyez déjà, il y a déficit. Ouais. Ce qui voudra dire que les taxes et les impôts que paient certains citoyens dans certaines communes, ce n'est pas dans toutes les communes. Ouais. Quand on prend les communes du Golfe, du Grand Lomé, certaines communes ont assez de ressources. Ouais. Mais quand vous quittez un peu Lomé, vous allez vers l'intérieur, vous allez remarquer que les recettes collectées par les mairies, par certaines mairies, sont très maigres. Donc, les mairies n'ont pas de moyens, de marge de manœuvre pour investir. D'où la créativité. Il faudra qu'ils développent leur leadership pour nouer des partenariats. Ça, on ne voit pas beaucoup. Hein. Oui, ils n'entreprennent pas. Et chaque fois, je leur dis ça. Il faudrait renforcer, il faut développer le partenariat public-privé. Il faut faire des projets avec d'autres partenaires, d'autres institutions. Il faut maintenant engager le jumelage avec d'autres communes à l'extérieur pour bénéficier d'un appui technique et financier. Je pense que les élus ne doivent pas seulement se contenter des tickets de marché et c'est qu'en étant derrière les pauvres femmes, les bonnes dames, c'est-à-dire les petits commerçants, dont les activités ne marchent même pas en tant que telles. Ils veulent seulement racler les tickets, alors qu'il y a d'autres actions plus ambitieuses à mener dans la commune pour mobiliser plus de ressources. Alors, j'ai aussi remarqué une baisse de régime dans les formations que vous donnez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez dire par baisse de régime? Au début, on voyait Pascal Edo Agbové organiser des séances de formation à l'endroit des élus locaux. C'était très fréquent. On a l'impression qu'il y a une baisse de régime. C'est quoi? C'est parce que vous n'êtes plus... Au début, oui. Il n'y avait pas des acteurs déjà désignés pour diriger les communes. Donc, on faisait la formation pour toute la population. N'importe qui s'intéressait à la question venait suivre la formation. Et avait l'ambition de participer aux élections locales. Oui. Alors, après les élections, on a maintenant connu ceux qui sont chargés de gérer les affaires, qui ont désormais le pouvoir. Donc, c'est à eux qu'on devait donner la formation. Mais il s'est fait que nous n'étions pas tellement sollicités pour ces formations au niveau de l'État. Mais je fais la formation suivant la demande des communes. C'est-à-dire, c'est que les conseils municipaux me sollicitent, les maires me sollicitent pour venir faire la session. Mais je ne fais plus la formation de masse comme ça. La formation est maintenant ciblée et on ne communique pas trop sur ces formations. C'est ce que je peux vous dire. Mais l'État aussi réalise toujours des formations
Mais comme je l'ai dit, il y a plusieurs aspects liés à la décentralisation. Il y a la question d'administration, Oui. il y a la question d'état civil, il y a la question de finances, il y a la question de développement, il y a la question de la gestion des ressources, c'est beaucoup d'aspects. Hein? Donc, la gestion des affaires locales comporte plusieurs dimensions. Donc, les formations se poursuivent et je pense que nous allons toujours évoluer progressivement et en fonction des ressources disponibles, on aura assumé ces formations-là aux élus locaux. Et vous donnez également beaucoup de conseils. Vous avez le sentiment d'être écouté? Oui, les conseils, il y a certains maires, même quand ils sont en conseil, quand ils veulent prendre des décisions, ils me consultent. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Il y a certains qui sont un peu orgueilleux. Vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, ce n'est pas que vous n'avez pas le diplôme ou bien vous n'avez pas l'expérience, mais c'est un nouveau métier. Et donc, si quelqu'un peut vous accompagner, n'hésitez pas à le solliciter. Je ne les force pas. Non, non, je ne suis pas un acteur au premier plan. Moi, je suis là juste comme un simple citoyen et je m'étais engagé pour soutenir l'État, à faire en sorte que ce processus puisse être quand même bénéfique à nos populations. C'est ce que je faisais, donc je n'avais aucun intérêt à part ça. Maintenant, ceux qui ont le pouvoir, ils ne sont pas conscients que c'est eux qui auront des comptes à rendre à leurs concitoyens et ils font les choses à la légère. Moi, je suis là, je les regarde. Mais ce qu'il faut noter, c'est que maintenant, je suis de près la gestion qui est faite au niveau des communes. Et nous allons bientôt commencer par faire des études et publier des résultats pour permettre à la population de savoir ce qui devait être fait, ce qui n'est pas fait et de relever les insultes. Voilà ce que nous allons faire. Pascal Edo Abové, merci d'être passé, répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer maintenant la pause et après le journal, on revient pour continuer avec Regard Croisé.